Vas-y Aurélien. Bien, bonsoir, Aurélien Delaunay. Du coup, je suis membre du Parti Europe Écologie Les Verts et je suis candidat à ce titre au régional avec Estelle. Et dans la vie, moi, je suis directeur d'école et donc là, je prends des notes ce soir. Je prends plein de notes, puis je participe si je peux apporter ma pierre aussi. Bien, Jean-Bernard. Donc, Jean-Bernard Granin, je suis conseiller municipal à Dreux-sur-Brouette. Moi, je suis dans aucun parti politique. Mais néanmoins, ça m'intéresse beaucoup au départemental et au régional pour qu'on essaye de faire quelque chose avec tous les écologistes locaux. Alors après, j'ai le cadre Le Sage, mais il ne doit pas être arrivé encore. Marc, il y a Estelle. Si, moi je suis là. Ah, ben, je te vois pas, Marc. Non, je me cache. Je me cache parce que je fais une maison plie et j'ai pas le temps de. Non, je comprends. Tu comprends. J'ai pas Alors, les mêmes problèmes de cheveux que toi. Oui, on n'a pas le même coiffeur. C'est ça. Vas-y, Marc. Donc moi, Marc Lesage, ancien élu de Mainvilliers et qui a Europe Écologie Les Verts et qui essaye d'accompagner les démarches des futures échéances électorales, régionales et départementales. Merci. Estelle. Donc, Estelle Cochat, moi je suis conseillère régionale. Par rapport à la 154, c'est un projet, nous avons porté le sujet, entre autres avec Jean Bernard, dans le cadre des élections sénatoriales. On a présenté une liste. On était les seuls, évidemment, à dire ce qu'on disait sur ce projet-là. Et je pense qu'il faut qu'on continue. Le combat n'est pas terminé. Donc, voilà aussi pourquoi je suis là ce soir. Merci Estelle. Après, j'ai Grégoire à côté. Bonjour, Grégoire Bayeux, j'habite Gaville-Oisem et je suis adjoint à l'environnement à la mairie de Gaville-Oisem, commune très très impactée par ce projet. Merci. Alors, Doun est au téléphone. J'ai perdu Martine, mais peut-être qu'elle est plus. On est combien? On est 9? On est 9. Je pense qu'il est débranché. Martine a dû être débranchée. Doun est au téléphone. Mohamed, c'est à toi alors. Donc moi c'est Mohamed Bougafer. Vous me voyez ou pas? Oui. Voilà. Parce que comme j'ai l'écran, Mohamed Bougafer, donc moi je suis de Dreux, donc je suis écologiste depuis toujours. Et puis voilà, on essaie de en sorte que ce département bascule un petit peu vers l'écologie politique pour apporter plus de solidarité, plus d'humanité. Voilà. Merci. Et bien, Ordi, à toi, Gérard Ordi. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Gérard Leray, je suis chartrain, j'habite le quartier de Rechèvre, je suis professeur d'histoire-géographie, impliqué dans la vie politique locale depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai fondé plusieurs associations, je suis l'animateur du site satirique cactus.press. Et je suis également, avec ma coéquipière Sandra Randa, candidate dans le canton de Chartres 1, le canton qui recouvre notamment la commune de Gaville-Oisem, Grégoire. Et donc, moi, je suis impliqué dans ce dossier depuis la commission du débat public, c'est-à-dire 2008-2009. Ça fait une douzaine d'années et je confirme qu'effectivement, le combat contre l'autoroute n'est pas perdu encore. Doun est toujours au téléphone, donc on reprendra tout à l'heure. Pierre-Louis Pinsard, donc je suis à Eure-et-Loire Écologie, Chartres Écologie. Je ne suis pas membre de Europe Écologie Les Verts, mais sympathisant de l'écologie depuis que je vote, je crois, c'est-à-dire ça fait longtemps. J'ai été dans un passé assez récent conseiller municipal à Luisance sur une liste d'opposition, puisque Luisance n'était pas orienté écologique ni trop de gauche, même carrément de droite. Voilà, dans ma profession, je suis enseignant premier degré, prof des écoles. Voilà. Et très intéressé par la 154, entre autres. On commence en. Doune nous entend probablement, mais elle est sur deux choses. Ouais, moi, je suggère que l'on fasse un
une synthèse historique du dossier de la 154, qu'en pensez-vous, afin de clarifier les choses? Oui, peut-être, ouais. On se lance? Allez. Alors, moi, je veux bien m'y coller, ça va prendre 4 à 5 ou 6 minutes maximum, mais l'idée, c'est de bien de replacer l'enjeu de cette A154. Alors, j'y vais, hein, et vous m'arrêtez si jamais je suis trop long, si je suis obscur, absolument. Hein. Donc, ce dossier de la RN 154, ah, ça y a un problème. Ouais, le dossier de la RN 154, c'est un dossier qui remonte au début des années 1970. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, l'axe nord-sud existe qui traverse le département d'Eure-et-Loir sur à peu près 90 km. Et au 19e siècle et au 20e siècle, cet axe, c'était tout simplement une route 2 fois une voie. Et avec la montée en puissance de la civilisation de l'automobile, très vite, cet axe important s'est retrouvé embouteillé, congestionné par un trafic de poids lourds, de véhicules particuliers. Et puis les plus anciens d'entre nous se souviennent peut-être, moi je m'en souviens dans les années 1970-1980, lorsque vous ouvriez les pages 2 et 3 de l'Écho républicain et de la République du Centre, il y avait les accidents meurtriers qui se déroulaient sur cette RN 154. Et donc, il faut quand même savoir que depuis le début des années 70, ça fait à peu près 50 ans, il y a eu la germination d'une prise de conscience de la nécessité de transformer cet axe de circulation majeure en 2 fois 2 voies. 2 fois 2 voies. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une RN 154, d'une route nationale gérée par le ministère des Transports. Et donc les élus locaux d'Eure-et-Loir, depuis le début des années 70, sont entrés dans la danse pour convaincre le ministère des Transports à Paris de procéder au doublement de cet axe. À grand renfort de lobbying, des tronçons ont commencé à être réalisés en 2 fois 2 voies, et en particulier le tronçon entre Chartres et Dreux. Les décennies se sont écoulées et nous arrivons au début du XXIe siècle, dans les années 2000. Force est de constater que sur le tracé d'à peu près 90 km, il reste encore à doubler le sud de Chartres et puis le nord-ouest de Dreux jusqu'à Saint-Rémy-sur-Avre, Saint-Lubin des Joncherets. Mais les années 2000, ce sont des années compliquées, rappelez-vous, c'est la crise financière, la crise économique, et puis c'est aussi un personnage qui joue un très grand rôle dans la relance de la finition du doublement de cette RN 154, c'est le maire de Chartres qui était en même temps député de la première circonscription d'Eure-et-Loir. Et donc l'idée, ça a été de relancer, de finir le doublement. Sauf que, à la suite de la crise financière et économique des années 2008-2009, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et disons-le clairement, ce doublement de la RN 154 financé à partir de l'argent public, c'est clairement pas une priorité de nos gouvernements. Il faut aussi pointer à ce moment-là la médiocrité sans doute du lobbying final de nos élus locaux qui n'ont pas été capables de mettre plusieurs dizaines de millions d'euros supplémentaires pour achever. Et donc, faute de mieux, une solution néolibérale a été trouvée, c'est-à-dire de concéder cette RN 154 à un opérateur privé. Et c'est parti de là. Donc, dans les années 2008-2009, s'est tenu en Eure-et-Loir un grand débat sur l'opportunité. Est-ce que l'on utilise l'argent public, les impôts, pour achever le doublement en 2 fois 2 voies sur 90 km, ou est-ce qu'on utilise un opérateur privé? Et il est un personnage qui, vous en avez entendu parler, qui a joué un rôle déterminant dans la décision, c'est Jean-Louis Borloo. En 2009-2010, il est ministre des Transports à l'époque, et c'est lui qui signe la décision d'utiliser un concessionnaire privé. Donc ça, c'est 2010-2011. Je vous rappelle qu'on est dans une ambiance de crise financière,
on est dans une ambiance aussi de Grenelle de l'environnement. Vous avez deux lois en 2007 et 2009 qui disent qu'on devrait en France aménager le territoire avec l'existant et ne surtout pas créer de nouveaux systèmes autoroutiers. Et c'est pourtant ce que l'on fait en Eure-et-Loire. J'ajoute qu'à partir du milieu des années 2010, c'est-à-dire 2014-2015, il y a quelque chose de très très intéressant qui s'effectue, c'est que les élus de droite, globalement, sont pour l'autoroute, mais à partir de 2014-2015, le Parti socialiste régional vire sa cutie et bascule dans le camp du oui à l'autoroute. Et donc, la dernière décision en date, c'est une déclaration d'utilité publique qui a été signée en 2018. Et sachez que dans le programme officiel, les travaux de l'A 154 devraient commencer en 2024 pour s'achever en 2027. Voilà le programme. Je termine simplement en disant que, d'après ce que je viens de vous dire, il y a comme un rouleau compresseur qui semble s'être mis en place, un rouleau compresseur, mais qui continue de ne pas être complètement déterminé. Il y a des oppositions représentées par notamment Dunn et Martine Carré. Les oppositions continuent. Nous sommes ici, je crois, globalement des opposants. Et c'est l'objet de cette réunion de voir les alternatives qui doivent être proposées à ce projet destructeur pour l'écologie, pour l'économie, pour le développement durable. Et donc, il serait bon maintenant de donner la parole à Dunn et à Martine Carré, qui représente l'association de Saint-Pré Environnement, pour mesurer à quel point il est possible de fabriquer une alternative à ce projet d'A154. Voilà, j'ai terminé. Merci Gérard. J'ai comme le sentiment que Martine est en recherche de liens, d'après le message de Estelle. Est-ce que Dunn est en relation avec Martine par téléphone? Comment est-ce qu'on... Dunn, il faudrait que vous coupiez le micro, rallumiez le micro, pardon. En bas à gauche, vous avez un petit micro. On ne vous entend pas. Mohamed, Oui, Estelle. vous voyez le lien, Martine, tu as essayé? c'est bizarre, hein, Martine parce que Carré. c'est ce que j'ai fait là. J'ai envoyé déjà même pour, comment dire, pour Quentin, et il me dit qu'il n'arrive pas. Alors j'ai envoyé le même lien que j'ai envoyé à Cécile. Cécile, tu es avec nous? Tu es arrivée, Cécile? Je suis là, j'ai bien. Cécile, Ça a marché le lien. Ok. est-ce que tu peux l'envoyer, s'il te plaît, à, comment dire, à Quentin? Quentin. Oui, s'il te plaît, ouais. Ok, je fais ça. Merci. Parce qu'il me dit que ça ne marche pas. C'est bizarre. Est-ce que Dunn, vous nous entendez? Nous entendez-vous? Ah, le micro. Ouais, donc il vaut mieux se déconnecter, se reconnecter alors. Dunn, Pour qui? pour Dunn, parce qu'on ne l'entend pas. Et pourtant, D'accord. elle a son micro Je ouvert. vous donc- entends, mais mon micro et ça ne marche pas. Oui, merci Dunn. Estelle conseille de déconnecter et de retenter le lien. Oui. Ah, on a entendu un petit oui. Essayez encore, Dunn. Moi qui Ah ouais. dis oui. Non, c'est Estelle qui a dit oui. Je viens juste redire un tout petit truc pour Pour compléter compléter. ce que tu disais. Enfin, je l'ai mis dans le fil de discussion. On a vu aussi dans le même temps le développement des ports de Cherbourg et du Havre. Hein. Le port du Havre s'est vraiment développé énormément et le port de Rouen, ça a été les ports privilégiés pour les céréales entre autres, mais pas que. Et on a vu une augmentation du trafic de poids lourds. Alors moi, j'ai fait la route pendant je ne sais combien d'années, de 2002 jusqu'en 2015. Donc ça, je l'ai vu, cette augmentation du trafic poids lourd. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la route s'est peu à peu substituée au fret dans ces mêmes années. C'est qu'il y a eu aussi des renoncements au fret
qui faisait quand même office de transport et qui évitait que tous ces poids lourds soient sur la route. Donc Ah, bah, voilà, parfait. vraiment Donc, dans une Quentin, situation, Quentin et voilà. Don sont avec nous là. C'est bien. Doun Merci, Martine. apparemment- Doun a retiré Merci, l'image. Cécile. Est-ce que vous pouvez parler, Doun, pour qu'on vous entende? Alors, Doun, on vous revoit, mais on ne vous entend pas toujours. Quentin est là, bonsoir. Salut. Réussi, Quentin. T'as vu? Quentin, en attendant que Doun tente de nous, tu veux dire un petit mot pour présenter, tu connais tout le monde te connaît, Grégoire connaît Quentin, vous vous connaissez, ça marche. Ah, Donc Quentin, Jean-François, il nous rejoint. Gérard vient de faire un petit historique de l'histoire de cette route depuis, on va dire, ces 50 dernières années, pour recontextualiser les enjeux, les alliances politiques récentes qui ont fait que les élus socialistes du Conseil régional ont validé que la majorité de droite pousse depuis des années pour cet aménagement. Et Gérard proposait à Martine et à Doun d'exposer leurs combats et leurs projets, notamment de MOB 28, qui existe depuis maintenant, je crois, 3 années, qui est un parcours alternatif qui passerait du côté de Luisan, plutôt au sud, et qui éviterait de faire ce fameux viaduc qui fait tant couler d'encre depuis des années à Gaville, Oisem et Saint-Pré. Est-ce que pour pallier Grégoire, vous voulez intervenir aussi ou en tant qu'adjoint? Vous êtes adjointe depuis cette nouvelle équipe ou depuis un mandat précédent déjà? Oui, je suis adjoint à Romain Rouault qui a été élu en 2020 et c'est notre premier mandat. Voilà. Et l'A154, le projet autoroutier, était un des thèmes principaux, sinon le thème principal de la campagne électorale à Gaville-Oisem et reste la préoccupation principale des habitants quand on sort un petit peu le nez de sa maison. Gaville est vent debout, évidemment, de la même manière qu'on peut voir de l'autre côté à Gélinville, où tout le contraire, la population, pour des raisons contraires, mais souhaite l'autoroute. C'est le seul endroit d'ailleurs où on voit bientôt vive l'autoroute et peut-être à l'entrée de Saint-Rémy-sur-Avre, parce que la circulation étant très très complexe. Alors, vent debout, je ne sais pas, c'est une grande préoccupation des habitants, c'est un sujet de conversation récurrent. Le conseil municipal a voté à l'unanimité au mois de décembre une motion rappelant qu'on existait et que notre village n'était pas du tout pris en compte dans les courriers qui ont été échangés entre ministres et grands élus d'Eure-et-Loir à l'automne dernier, c'est-à-dire qu'on parlait d'économie, on parlait de trafic, mais de concessions, de péages, mais on parlait ni des nuisances ni des habitants. Voilà. Donc c'est une motion qu'on a fait publier dans l'Écho républicain il y a une semaine à peu près. Bon, elle est peut-être pas passée, elle est peut-être passée inaperçue parce que le texte de la motion n'a pas été publié dans le journal. Il y a eu juste un petit article rappelant notre opposition. Par contre, nous allons transmettre cette motion à la ministre de l'Environnement et au ministre Djebari, au ministre des Transports. Voilà, rappeler que nous existons, qu'il ne s'agit pas uniquement d'un aménagement routier, mais qu'il y a des habitants. Notre commune ayant quelques maisons dans les dernières tranches de lotissement de Oisem qui sont à quelques centaines de mètres du tracé, environ 300 mètres. Donc nous, localement, on pense aux habitants, évidemment, et puis à l'échelle du projet, tout à l'heure, ça a été redit,
le coût financier de ce projet et le principe même d'une autoroute à péage, à concession, ne nous plaît pas en tant que Rélien. Et là, les élections départementales vont évidemment, de la même manière que les élections régionales, auront un rôle assez prépondérant, puisque l'équipe en place soutiendra ou pas l'aspect financier, puisque si j'ai bonne mémoire, Gérard ou d'autres intervenants pourront me compléter, mais il était question d'un complément financier avec de l'argent public en cas de non-rentabilité financière de cette opération, de la même manière que l'autoroute qui a été percée maintenant il y a une dizaine d'années entre Artenay et Courtenay pour faire la jonction entre la 10 et la 6, qui, si vous l'avez déjà prise, est fort chère et très très peu utilisée du fait de son coût. Je pense que celle-ci, elle fait peut-être aussi partie d'un deal financier entre le département du 45 et le concessionnaire. Enfin, ça, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si quelqu'un a l'info. Alors, Mais bon, bon, ça, c'est la 19. Ce que je peux dire sur la dimension financière, c'est que le projet, le coût de l'A154, de l'aménagement final, c'est aux alentours de 900 millions d'euros. Mais ne soyons pas naïfs, ce sera beaucoup plus. Ça dépassera certainement les 1000 millions, c'est-à-dire le milliard d'euros. Et il y a un préalable à la mise en route des travaux, c'est effectivement le paiement aux futurs concessionnaires d'une subvention d'équilibre dont le montant est estimé à environ 60 millions d'euros. Et d'après chaque année? Non, c'est un pot de départ. Et d'après ce que l'on sait, la répartition se ferait de la façon suivante: moitié payée par l'État et 30 millions par les collectivités territoriales traversées par l'A154, c'est-à-dire au principal la communauté d'agglomération drouaise, plus la communauté d'agglomération chartraine, plus le département d'Eure-et-Loir. Mmh. Voilà ce que l'on peut dire sur la dimension financière. Sans parler, bien évidemment, de tous les coûts annexes, notamment d'aménagement des itinéraires de substitution, dont il faudra parler effectivement. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans le financement de l'ouvrage en lui-même. Oui, juste un point technique, est-ce que Martine nous entend? Parce que je vois qu'elle est apparue. Est-ce qu'elle peut parler? Sinon, pour Dune, le plus simple, c'est que vous utilisiez votre smartphone. Vous tapez le lien sur le smartphone dans le navigateur et peut-être ça passera. Et vous coupez la caméra. Voilà, excusez-moi, continuez. Mais si Gérard, là, les chiffres que tu donnes sont… On est donc à 30 millions entre Dreux, Chartres et le département, pour faire vite. En gros, ça veut dire, si on établit 10 millions Dreux, 10 millions Chartres, 10 millions département, à peu près. Sauf que personne ne veut payer plus que l'autre, et 10 millions, c'est énorme. Quand on sait que ces collectivités sont déjà hyper endettées, ouais. Vous imaginez le problème. Ça peut paraître dérisoire par rapport au coût global de l'équipement, de l'ouvrage, mais c'est 10 millions qui s'ajoutent à, on le sait bien sur l'agglomération chartraine, à des quantités d'autres dizaines de millions. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et personne aujourd'hui, à ma connaissance, n'a assuré qu'il paierait telle somme, telle somme, telle somme. Donc, on est dans un flou. Et il est vrai qu'en l'absence aujourd'hui de l'identité de l'entreprise, rien n'est encore acté. Et puis, vous pensez bien que le gouvernement a d'autres priorités que l'A154 actuellement. Donc, on est dans des sables mouvants, ce qui d'ailleurs sert la cause des Antilles. Et oui. Réjouissons-nous de ce marigot. Alors, il y a juste, il y a Jean-François qui demande la main, après c'est Quentin. D'accord. Martine est avec nous. Martine, ça va? Le son? Non? Bonsoir à tous. En fait, j'ai levé la main au moment où Gérard justement abordait le fait que, en termes de charges financières pour le département, il y aurait évidemment des aménagements supplémentaires de sécurité ou de calibrage de voies qui aujourd'hui étaient redevenues secondaires et qui redeviendront principales dans l'hypothèse de la concession, notamment pour les pendulaires de Chartres, parce qu'à un SMIC par an,
on comprend vite quel choix sera fait. Et en fait, c'est tout à fait illustré également en parallèle par le fameux rond-point, par exemple, qu'on attendait à l'entrée de l'Ève, pour lequel Rémi Martial avait posé également dans les pages de l'Écho il y a 2 ans en disant « ça y est, c'est parti, c'est ici et bientôt une intersection sécurisée, fluidifiée, etc. » Et c'est autant d'éléments de sécurisation et d'amélioration du réseau qui sont gelés en raison du projet et qui, de fait, au quotidien, privent les usagers et les contribuables d'équipements qui sont attendus depuis des années. Donc là où on nous offre une solution miracle, on est plutôt en train de figer les problématiques connues depuis des décennies, au lieu, comme on l'a fait entre Chartres et Allen, de commencer à traiter les problèmes les plus urgents pour au final avoir, même si c'est à 80 voire 90 km/h, des axes sécurisés. Alors, j'en avais fini pour moi. D'accord. Alors, il y a Quentin. Et après, Aurélien. Okay. Quentin, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Effectivement, on a tous quelques problèmes techniques qui sembleraient ce soir. Mais je pense qu'on va y arriver et que si on n'y arrive pas ce soir, on pourra de toute façon échanger ensuite. Mais moi, je voulais intervenir parce que c'est vrai que l'autoroute A154 est un sujet dont on entend parler depuis, reparler, d'abord parler depuis longtemps, même si moi je suis arrivé plus récemment dans l'agglomération. C'est un sujet qui est ancien et j'imagine que Gérard a fait son travail d'historien habituel, mais très utile. Et qui est revenu sur le devant de la scène pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a toujours besoin de nouveaux projets dans ce département pour vendre du rêve à des électeurs potentiels, malgré l'endettement, malgré des projets qui ne sont pas forcément, comment dire, très cohérents, parce qu'on ne peut pas à la fois défendre un plan vert, par exemple, sur l'agglomération chartraine et en même temps défendre l'autoroute parce que c'est complètement contradictoire. Voilà. On a un plan vert qui défend la biodiversité, qui défend, vous savez, des cheminements en particulier naturels qui ne peuvent pas avoir lieu avec une autoroute qui coupe en deux, j'ai envie de dire, ces cheminements naturels. On a la question de la pollution de l'air, dont on sait aujourd'hui que nous sommes un territoire où l'air est pollué, il faut aussi le dire, où l'air est pollué et où, évidemment, une autoroute supplémentaire n'améliorera pas les choses. Et donc, en dehors même d'une idée, d'un projet qui, soi-disant, va améliorer la circulation, ou améliorer le quotidien d'un certain nombre d'habitants de villes pour éviter les traversées de poids lourds, on n'a aucun raisonnement sur l'avenir. Voilà. Et moi, je pense que l'avenir, ce n'est pas non plus le transport routier. Je pense que l'avenir, ce n'est pas non plus la pollution de l'air, encore plus qu'aujourd'hui. Et je pense que l'avenir, ce n'est pas encore de créer des barrières contre les cheminements naturels utiles pour défendre la biodiversité. Et donc, il y a un vrai sujet, moi j'ai envie de dire, c'est un vrai sujet pour nous, écologistes, mais plus largement tout citoyen qui s'intéresse un peu à l'avenir du pays et de sa région. C'est un projet qui est complètement comment dire, je ne sais pas comment le dire, mais qui va en dehors de tout l'avenir qu'il faudrait réserver à cette région. Donc moi, je suis extrêmement mobilisé sur le sujet. Je pense que c'est un sujet extrêmement mobilisateur. Je pense qu'il ne faut pas que ce projet se fasse et qu'il est encore temps de l'arrêter. Pour ça, il faut effectivement une mobilisation qui soit importante. Donc moi, je suis très heureux qu'on entende là tous ceux qui sont mobilisés depuis parfois
plusieurs années, voire voire plus, et qu'on puisse ensemble essayer de voir comment on peut à la fois proposer des alternatives et en même temps arrêter, mettre un coup d'arrêt, j'ai envie de dire, à ce qui est en train de se préparer un peu dans les couloirs politiques et de pouvoir. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour pas être trop long, et je crois qu'il y avait Martine et tout ça qui voulait... Martine, oui. Ils arrivent à parler, mais... Et Grégoire Martine, aussi. il y a Aurélien, Martine, Aurélien, Grégoire. Mais Martine, on va voir le test micro, si ça marche. Et il y a Jean-Bernard aussi. Et Jean-Bernard. Donc Martine, Aurélien, Grégoire, Jean-Bernard. Martine. Oui. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Oui, bonsoir Martine. Faut dire que j'ai été cambriolée, on m'a volé mon ordinateur. Donc là, je découvre un autre ordinateur, alors je tâtonne un peu. C'est peut-être pas ça uniquement, mais bon, voilà. Ça marche. Merci Martine d'être là, en tout cas, avec nous. Et puis merci à vous de nous écouter, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis plus de 12 ans maintenant, quand ça a été relancé. Et on avoue qu'on ne voudrait surtout pas que ça se fasse, parce que nos villages seraient enclavés comme d'autres, et surtout l'environnement serait saccagé, avec un viaduc de 619 mètres. Sur Gaville-Oisem, c'est pratiquement au ras des habitations nouvellement construites, parce qu'il faut savoir que sur les premières cartes, Gaville-Oisem n'était même pas indiqué. Donc, ça peut laisser quand même supposer beaucoup de choses. Donc, nous, ce qu'on propose, les associations, c'est un projet alternatif qui s'appelle MOB28, qui a été initié par les associations drouaises et auxquelles nous avons participé pour la partie qui nous concerne entre le rond-point de l'Ève, enfin le rond-point, la sortie de l'Ève, et puis le hasard, là où on rejoint la nouvelle déviation de Prunel-Gillon. Et ce projet donc qui permet d'économiser des terres agricoles, puisqu'on économise près de 600 hectares de terres. On évite d'enclaver tous les villages qui se trouvent sur la 154 aujourd'hui. Ensuite, ça permet de... Comment dire? J'ai perdu le fil un petit peu de tout ça avec... on respecte les vallées de l'Eure, de la Blaise, de l'Avre, classées Natura 2000, les cônes de vue sur la cathédrale, parce que entre Saint-Pré, sur la D6, entre Saint-Pré et Chartres et même Champfol, on a une vue magnifique sur la cathédrale, mais là, on ne sait pas où l'autoroute va passer. Est-ce que ça va être sous la route? Est-ce que ça va être dessus? Si c'est dessus, bien sûr, ça cache tout. Et puis, ce qui est surtout à craindre, c'est le retour du trafic sur les voies secondaires, qui ne sont pas du tout prévues pour ça et qui sont loin d'être bien entretenues aujourd'hui, tout au moins pour la plupart. Et l'accidentologie qu'on a soi-disant sur la nationale 154 aujourd'hui, on va la retrouver sur les voies de substitution. Donc, dans le coût de ce projet, qui est estimé à près d'1 milliard maintenant, est-ce que la mise aux normes des voies de substitution a été prévue? Là, on n'en est pas convaincu, on n'a pas toutes les informations à ce sujet, et je crains que le budget ne s'alourdisse de plus en plus avec tout ce qui va être demandé en plus pour des aménagements au niveau de chacune des communes. Et qui va payer? Et dans le contexte aujourd'hui, il faut avouer qu'on se pose des questions de savoir où tout cet argent va être trouvé. Alors, je suis désolée parce que vous avez peut-être déjà abordé certaines choses, parce que je n'ai pas tout entendu depuis le début. Non, pour vous rassurer, Gérard a commencé par reposer un cadre historique sur les 50 dernières années. Après, on a eu Grégoire qui a donné son avis de nouveau conseiller adjoint en charge à Gaville. Super. Voilà. Et puis, en gros, les interventions sont restées là. D'accord. Voilà. Et on a évoqué MOB 28, mais c'est bien que vous en parliez. Alors, MOB 28, en fait, vous pouvez le retrouver sur le site de Saint-Pré Environnement. Et là, il y a tout le tracé avec toutes les explications, tout ce qui a été étudié et toutes les nuisances que ça pourrait apporter, le coût qui avait été estimé par les gens qui ont travaillé sur MOB 28. Et ce coût a été revu par l'ADREAL, puisqu'on avait demandé à ce que l'ADREAL étudie ce projet
pour voir si c'est de la faisabilité. Donc, bah oui, c'est faisable, mais ça ne convient pas parce que ce n'était pas une autoroute. Voilà. Alors, il est vrai que l'argument de dire il faut une autoroute, c'était pour aller plus vite. Alors ça, c'était en 2009, quand ça a été lancé, avec une ouverture supposée en 2018. Bon, aujourd'hui, il n'y a rien de lancé encore aujourd'hui, donc ça veut dire que la rapidité, on n'y croit plus. Voilà, donc sur le site de Saint-Pré Environnement, donc vous allez avoir toutes ces informations-là, vous allez bien voir tous les passages, les problèmes que ça pose au niveau de la protection des captages d'eau sur Dreux, et là c'est très bien fait. Donc, D'accord. Aurélien voulait intervenir. Aurélien, ouais, j'ai marqué Aurélien, Grégoire et Jean-Bernard. Aurélien, parole. Oui, j'avais deux choses en fait. Là, tout ce que j'ai écouté, le travail de la MOB 28, c'est super. Et par contre, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Quentin aussi. J'étais plus dans cet état d'esprit aussi. L'idée que ça serait aussi l'occasion, tout ce débat, d'avoir une vision à long terme, au sens où on envisage plus. Effectivement, il va falloir des alternatives pour répondre tout de suite aux problématiques, mais on envisage plus une réflexion, une vision. Est-ce qu'on doit reconstruire même des voies secondaires? Est-ce que l'idée, c'est pas plus de faire en sorte que les voies soient moins encombrées en développant voilà, le transport collectif, le covoiturage, en favorisant tout ça? Enfin, la vision de ne pas tout favoriser, de ne pas tout penser en fonction de la voiture, et un peu de changer de prisme. Et la deuxième chose, c'était alors là, c'était un peu plus vieux, mais comme j'ai levé la main il y a longtemps, les exemples de coûts annexes qui ne sont pas pris en compte, est-ce qu'il y a des exemples concrets? Parce que comme je prends des notes, c'était pour être un peu plus clair, des exemples types de coûts qui n'ont pas encore été pris en compte et qui pourraient être liés à des coûts annexes à cette construction. Qui voudrait prendre la parole sur les coûts annexes? Et tu cherches des données précises, enfin des grosses enveloppes. Dans les coûts annexes, pardon. Oui, Martine, à vous. Non, je disais, dans les coûts annexes, on va avoir effectivement toute la réfection du réseau secondaire. On va avoir toutes les protections qui vont être demandées par les communes pour éviter les nuisances. Enfin, si toutefois on peut les éviter, on ne les évitera jamais de toute façon. Sachant que nous, ça passe à 300 mètres du collège, qu'il va falloir effectivement protéger les habitations qui vont se trouver à proximité. Et puis, les sorties supplémentaires éventuellement, puisqu'on sait qu'une autoroute, c'est des sorties à une trentaine de kilomètres d'intervalle, voire moins, mais c'est rare. En principe, c'est 30 km. Donc, ça veut dire que ça va être très gênant pour ça. Donc, c'est tout ça, les coûts supplémentaires. Mais ça, je suis sûre que ça n'a pas été chiffré. Enfin, on n'a pas connaissance. Pour donner je donne la parole à Grégoire, mais je voulais compléter le propos de Martine. J'ai déjà évoqué cette situation dans le sud du département. Il y a un enjeu qui est très fort en ce moment, c'est cette zone autour d'Artenay qui se développe, qui va être un très très gros nœud autoroutier. Et justement, je pense que l'impact économique, stratégique pour les gens qui pensent du camion, c'est de faire ce lien. Et la bagarre, elle est aussi là pour les défenseurs de l'autoroute, c'est de dire, avec la 154, le camion sort à Artenay, enfin, ne sort pas de l'autoroute. De l'Artenay, il passe de la 10 à la 154. Enfin, c'est tout ce maillage. Et quand on voit le nombre de camions qui… Voilà. Moi, j'y vais chaque week-end, je vais sur Artenay, c'est considérable les nuisances apportées par ce centre, 200 hectares de bonnes terres arables qui sont disparues, hein. Et les camions qui passent Noël, dimanche, voilà, les camionneurs de l'Est qui sont peu payés. Bien sûr, oui. Donc l'enjeu, il est là. Grégoire, c'est à vous. Oui, alors Quentin et Martine ont évoqué la situation particulière de l'agglomération chartraine. Parmi les milieux qui sont menacés par ce projet, il y a la Roguenette, qui est la petite rivière qui coule de Sourds jusqu'à Saint-Pré et qui est l'axe de vie du village de Gaville-Oisem. C'est une toute petite rivière qui coule dans une vallée étroite, qui n'a pas de marge de débordement.
et qui régulièrement fait subir au village des inondations parfois très importantes. La dernière, en juin 2018, avait apporté 1 mètre d'eau dans les rues du village. Saint-Pré avait été également inondé et d'autres endroits de son tracé. Et en fait, voilà, nous, on s'est mobilisé dès l'année dernière à propos des mesures de protection pour connaître déjà ce qui existait pour la vallée de la Roguenette, alors qui ne figure même pas sur cette carte, par exemple, parce que c'est une toute petite rivière, mais avec un bassin versant qui est déjà sous pression, puisque, par exemple, l'aménagement de la ZAC de Nogent-le-Fait, c'est le bassin versant sud-ouest de cette vallée. On a déjà la 11 et ses bassins de captage des eaux. Et le projet A154, en fait, il longe toute la vallée de la Roguenette dans ce secteur. Et on s'est rendu compte l'année dernière que notre rivière n'était pas protégée, en fait, tout simplement. L'Eure et la Voisse sont protégées par un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation, qui oblige chaque aménagement à gérer ses eaux de ruissellement, à s'occuper de ces eaux. Nous, ça n'est pas le cas. La vallée de la Roguenette n'est pas protégée. Ça veut dire que chaque aménagement qui a lieu est traité localement, individuellement, mais il n'y a pas de vision globale des apports d'eau que ça constitue. Et un projet tel que l'A154, ça on l'a vu dans des études qui sont actuellement en cours. Il y a un cabinet d'ingénierie qui travaille pour Chartres Métropole. C'est jusqu'à 12% d'eau de ruissellement en plus sur la partie de la vallée située entre Nogent-le-Fait et Saint-Pré, à peu près. 12% d'eau en plus, il faut imaginer, enfin 12% d'artificialisation des terres supplémentaires, il faut imaginer ce que ça peut donner en volume d'eau qui arrive en cas de pluie décennale. Et notre village n'étant pas protégé, nous nous mobilisons avec l'équipe municipale, localement, et avec les services de Chartres Métropole et la préfecture. On travaille déjà, leur dire, nous, attention, il faut qu'on soit protégé, puisque ça permet à des projets de se monter, tel Chartres Expo, qui est aux portes du village aussi, et de dire, eh bien, en cas d'inondation et que nos bassins de captation des eaux sont pleins, et ben on a un exutoire qui est pratique à l'arrière, il n'est pas protégé, ça s'appelle la vallée de la Roguenette. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on envoie tous les eaux dans une vallée non protégée. Donc nous, la 154, on parlait des nuisances tout à l'heure, c'est aussi un péril, pas que sur les émanations, la qualité de l'air, le bruit, etc. Il y a aussi le ruissellement des eaux. Voilà. Moi, j'ai travaillé par le passé sur l'autoroute A19, il y a une quinzaine d'années. Je suis archéologue de profession. Et bon, nous, on se demandait un peu ce qu'on faisait là-bas, en plein Gâtinais, à travailler sur le tracé d'une autoroute. On se demandait à quoi elle allait servir. Bon, 15 ans après, je crois que, bon, voilà, on a la réponse. Elle sert à fournir des subsides de compensation à Harcourt. Pour moi, la 154, c'est un projet d'un autre temps, vraiment. Bon, s'il avait été réalisé il y a 40 ans, on n'en parlerait plus, elle serait là, il y aurait ses nuisances et tout. Mais l'envisager aujourd'hui, comme on envisageait les autoroutes il y a plusieurs décennies, effectivement, c'est une gabegie financière, c'est une aberration, c'est quasiment une anomalie. Et je pense qu'elle tient aussi au... Enfin, moi, quand j'ai vu les élus de Réloir qui défendent ce projet, c'est un peu tous la même génération. Voilà, c'est à l'ancienne, quoi. Effectivement, il va falloir amener les électeurs et les habitants de Réloir à dépasser un peu ce schéma. Les autoroutes, c'est moderne, c'est bien, ça permet d'aller plus vite. Je pense que voilà, c'est un projet qui est hors d'âge. Maintenant, comment dire, il y a une alternative qui existe. Sur le plan économique, c'est plus valable. Et la voiture, le transport routier ne sont pas l'avenir, clairement. Donc, protéger nos villages, c'est aussi expliquer pourquoi il y a des alternatives, qu'on n'a pas l'obligation de construire des autoroutes à péage
alors qu'on est déjà en 2021. Voilà. Merci Grégoire. Donc sur ma liste, j'ai Jean-Bernard, après il y a Estelle et Quentin qui ont demandé la parole. Jean-Bernard, c'est à toi. Oui, merci. Donc, je suis responsable, si vous voyez des écrans qui apparaissent avec des schémas ou mobiles, c'est moi le coupable. Donc, je pense qu'on va passer tout le temps un peu sur ce type de projet du global au local et du local au global. Donc, moi, je vais revenir sur le global et sur l'augmentation des flux de marchandises donc transportés par camion. Si on regarde les 3 grands ports européens, si on en est Hambourg qui n'est pas notre région, on a Le Havre, on a Rotterdam, Anvers et Rotterdam. Ils sont tous sur l'est, nord-est de l'Europe par rapport à nous. Tous les conteneurs, notamment qui viennent de Chine, arrivent là, en grande majorité. Après, ils partent sur 2 axes pour aller soit sur le sud, Portugal, Espagne, la France, bien sûr, ou sur l'Italie. L'axe est de contournement de la région parisienne est fait depuis longtemps. Si vous connaissez un peu les autoroutes et les flux de camions, il n'y a pas de souci. Par contre, l'Île-de-France n'a pas de contournement est. La francilienne n'est pas bouclée, la 86 n'est pas bouclée. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins le circuit routier. Alors moi, il s'avère que je viens des Yvelines. Et donc, dans les Yvelines, on a eu un beau projet d'autoroute qui s'appelle la 12, qui consistait à doubler la nationale 10 pour faire la jonction entre l'autoroute de Normandie, l'Aquitaine, et puis la nôtre, la 11. Ça devait passer par la vallée de Chevreuse. À l'époque, j'étais en vallée de Chevreuse, donc grosse lutte, mobilisation générale. Donc, ce projet a été abandonné. Juste pour la petite histoire, parmi les leaders, il y avait nous, il y avait aussi une dénommée Pécresse-Valérie qui a fait son chemin depuis. Je vais faire la parenthèse. Quelque temps après, il y a un nouveau projet qui est sorti, de doublement, qui était la vallée de la Maude, c'est-à-dire quelque chose qui va de Mantes-la-Jolie à Rambouillet. Grosse mobilisation, on a aussi empêché ce projet. Et donc, je me disais, finalement, ils ne sont pas idiots, ils vont de plus en plus vers l'Est, en réactivant au fur et à mesure ces projets pour permettre ce flux routier, contournement est de la région parisienne, alimentation du Portugal, de l'Espagne et de nos régions. Si on laisse faire, de toute manière, vous avez dit tous les bons arguments. En plus, il y a des arguments économiques sur le transport routier qui est peut-être plus ou moins mal fait. Mais c'est clair que tous ces flux de marchandises, finalement, nous, on n'en profite pas. Le Havre en profite marginalement. C'est surtout Anvers et Rotterdam qui en profitent. Donc, quel est l'intérêt, nous, en tant que territoire, finalement, de servir à des flux de marchandises, d'être un peu les laissés-compter du système, alors qu'on n'en profite pas? Donc, aucun intérêt. Et la fameuse zone d'Artenay dont tu parlais, Pierre-Louis, elle est vraiment dans cet esprit-là. On concentre les flux de marchandises qui viennent soit Massif Central, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle cette autoroute. La 71. Voilà, merci. Et donc, qui dessert l'Espagne côté Catalogne. On concentre la 10, donc l'Aquitaine, Espagne, côté Pays Basque et Portugal. Et tout ça, c'est des camions. Alors, c'est vrai que l'alternative ou la solution pour nous, c'est quand même le ferroutage. Je crois, alors là, je parle un peu sous votre contrôle, que nous avons plus ou moins une ligne transversale de chemin de fer qui a été abandonnée, qui ferait Orléans-Rouen, je crois. Vous connaissez mieux les circuits que moi, je pense. Et donc, si on voulait avoir un axe de ferroutage, on a déjà, la SNCF possède déjà l'emprise. Et donc, nous, notre intérêt, c'est évidemment de lutter contre cette autoroute, mais en même temps de dire qu'il y a une autre solution. Si vous tenez à tout prix à transporter vos marchandises, ben, payez-en le prix et utilisez le ferroutage. Je pense qu'on n'est pas, on doit être sur les deux. Alors, en plus, on peut discuter de la diminution des marchandises, mais on peut être sur les deux choses à la fois. On n'est pas contre le fait qu'il y ait de l'économie, mais on veut qu'elle soit faite de manière écologique et donc transport par le fer ou par d'autres systèmes, puisqu'il y a aussi le cabotage. Enfin, le cabotage, ça fait un petit peu ringard peut-être. Le cabotage, c'est vraiment une des solutions aussi qui est de plus en plus envisagée pour le transport des camions. Alors là, cette fois-ci, c'est le déport du Havre vers l'Espagne et le Portugal. Voilà, donc ça, c'est le global. Et le local, je crois que c'est tous les arguments que vous avez donnés. Merci Jean-Bernard. Donc, j'ai noté Estelle, puis Quentin. Estelle. Oui, je voulais revenir sur l'importance du rôle des ports et
plus particulièrement des céréaliers. C'est pas pour rien aussi qu'il y a eu si peu d'opposition finalement à ce projet. Et je pense que c'est un projet qui a été appelé des vœux des dirigeants de l'Eure-et-Loire. Et d'ailleurs, moi, j'étais étonnée parce que d'habitude, quand on a ces projets-là, les premiers qui ne sont pas d'accord, ce sont les agriculteurs, les tout premiers. Et là, on les a quasiment pas entendus, ou à la marge, et à la très grande marge d'ailleurs. Et en fait, c'est une liaison directe pour les céréales. Les céréales arrivent majoritairement à Rouen. Les plus grosses coopératives sont à cet endroit-là. Et c'est de là que se font les échanges. Entre autres, la plupart des céréales, des échanges de céréales, c'est autour de la nourriture pour animaux. On le voit chez Axérial. Enfin, voilà. On voit bien aussi qu'on a un modèle qui fait que on a des échanges très fournis pour pouvoir manger plus de viande, plus de viande. Mais ça, c'est un projet beaucoup plus global et beaucoup plus compliqué. La difficulté certainement que l'on a, c'est le retournement soudain quand même de François Bonneau. Et là, il y a quoi, ça fait quoi, 1 mois ou 2 mois de ça. Parce que tant que lui n'y allait pas, finalement, c'était un petit peu compliqué de faire sans la région. Mais là, depuis que lui a dit qu'il était favorable à ça, alors il a dit qu'il n'y mettrait pas d'argent, mais là, on est, nous, en tout cas les élus régionaux écologistes, très inquiets en la matière. C'est même un peu, pour nous, une ligne qui est franchie politique, hein, alors que nous sommes dans la même majorité, qui nous pose un gros problème à ce jour. Donc voilà. Je pense que du côté des élus, mis à part les élus directement impactés, il est très difficile, parce que là, je réponds un petit peu à une question là sur le point de vue politique, il va être très difficile d'avoir des appuis. C'est vraiment une mobilisation citoyenne, telle que vous le faites déjà, d'ailleurs, les associations, qui va permettre de faire avancer ce sujet, mais aussi de faire avancer peut-être des sujets tels que le ferroutage. Il y a, et on a de la chance quand même, parce qu'il y a quand même du fret encore, un peu de céréales, un certain nombre de lignes qui sont plus ou moins conservées. Ce qui a grévé aussi le projet, je pense, ce qui a permis de favoriser l'avancée du projet de la mise en concession, c'est le fait que l'on ne déploie pas plus le Chartres-Orléans tel que c'était prévu. Donc voilà, on a quand même des gros sujets en région à régler de ce côté-là, et c'est vraiment le positionnement qu'aura la région dans son nouveau mandat qui sera aussi déterminant sur le fait que ce projet pourra se faire ou pas. Merci Estelle. Avant de passer la parole à Quentin, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au monde agricole qui ne se mobilise pas contre ce projet. Par expérience, mon beau-frère est agriculteur sur le 45, et quand il y a eu la 19, ça a fait l'objet de remembrement aussi, le projet autoroutier, et parfois ça peut intéresser les agriculteurs. Dans certains cas, il y a des compensations financières, tu récupères plutôt d'avoir plusieurs petites parcelles, le principe du remembrement. Et que c'est peut-être aussi pour ça. Et le monde agricole évolue aussi, puisqu'on a de plus en plus de très gros propriétaires, et bon, l'opposition est moindre peut-être, parce que voilà. Quentin. Où est-ce qu'il est, Quentin? Et après, Gérard. Ouais. Non, mais je vais faire très court. C'est simplement, puisque Estelle a déjà répondu à une partie des questions, mais il faut aussi voir effectivement quel est le rapport de force aujourd'hui, y compris politique. Et il est clair qu'aujourd'hui, parmi les élus qui pourraient peser, j'ai envie de dire, parce que je suis moi-même élu, mais je n'ai pas le même poids qu'un député ou que des sénateurs, parmi les élus qui sont aujourd'hui en place,
il est très clair qu'il n'y a aucun soutien à attendre de quiconque. Il faut en être, je veux dire, il faut être conscient de ça, y compris de La République En Marche d'ailleurs. Je le dis au passage, parce que La République En Marche ne s'opposera pas à ce projet. Il faut en être absolument convaincu, je veux dire. Et d'ailleurs, les élus de droite ne cessent de le rappeler. Donc ça, je veux dire, il faut être conscient de ça, parce que j'entends des propos, ou je vois des propos par-ci par-là qui consisteraient à dire que finalement le député n'était pas forcément contre, ou pas forcément pour, mais il serait peut-être contre. Bon, il joue sa réélection en réalité. Donc ça, il faut en être conscient, parce qu'il ne faut pas être naïf par rapport à cette question-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le gouvernement actuel, qui est de la même majorité, je le rappelle quand même, s'est dit plutôt favorable au projet. Voilà. Donc, pour autant, je pense que le combat n'est pas perdu. Et donc, je pense que, d'abord, ce n'est pas un projet qui se fera comme ça en claquant des doigts, parce qu'on ne trouve pas 1 000 milliards d'euros, 1 milliard d'euros, pardon, 1 milliard d'euros comme ça en claquant des doigts. C'est quand même... on n'a pas commencé le tour de table aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, le milliard d'euros, il faut le trouver. Que deux, comme vous l'avez vu, il y a quand même des dépenses majeures qui sont engagées aujourd'hui, qui n'étaient pas prévues à l'origine, en tous les cas par le gouvernement, et que je ne suis pas sûr que les projets d'autoroute soient aujourd'hui prioritaires dans les dépenses de l'État au vu de la situation économique. Et donc, ça nous laisse un peu de temps. Ça nous laisse un peu de temps pour se mobiliser. C'est d'ailleurs ce que dit Estelle à l'instant. Mais ça nous laisse un peu de temps. Donc, malgré tout, le temps passe très vite. Et moi, la question qui me préoccupe, c'est comment mettre en exergue, j'ai envie de dire, la contradiction qu'il peut y avoir entre 10 discours qui peuvent être par moments, comment dire, très verdissants, très volontaire, en tous les cas dans les discours, sur les questions écologiques, sur le respect de l'environnement, sur le développement de tel ou tel aspect, et puis cette contradiction incroyable qui est la défense de cette autoroute, et qui pour moi met en avant la contradiction qu'il peut y avoir entre, quand il y a des choix à faire, entre les questions économiques et des questions environnementales. Et je pense que là, on est plein dedans, et que en réroutage, la question du transport de marchandises en particulier, qui est mise en avant en permanence, voilà, en fait, fait complètement fi, et en tous les cas donne des œillères complètes à ce qu'il faudrait faire d'un point de vue en projection, j'ai envie de dire, sur des dizaines d'années. Donc, moi, c'est ça que je trouve difficile aujourd'hui à mettre en avant dans notre territoire. Et j'ai envie de dire, là, moi, je ne suis pas sûr que les agriculteurs aujourd'hui aient totalement conscience de ce projet-là. Je le dis aussi pour qu'on soit bien... je pense qu'il y a une sorte de naïveté aussi par rapport à ça. Et je pense que tant que le projet ne revient pas sur le devant de la scène médiatique, même s'il a été un peu dernièrement, mais quand même assez peu, tant qu'il n'est pas complètement lancé, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Ça, c'est quand même la réalité des choses. Et qu'il y a la nécessité d'avoir une vraie, j'ai envie de dire, une vraie pédagogie par rapport à ce que ça signifie demain si l'autoroute est là, voilà, pour les agriculteurs, pour les habitants des villes dans lesquelles que ça va traverser ou à proximité, pour les espaces naturels, voilà. Et là, moi, je trouve qu'il y a encore peut-être une marge de manœuvre sur cet aspect-là. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, les associations les plus mobilisées sur le sujet, à votre, comment dire, c'est hyper bien d'avoir travaillé sur cette question d'alternative, parce que ça crédibilise aussi la possibilité d'autres possibilités. Mais je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre sur les conséquences si un projet tel qu'il est aujourd'hui décrit se faisait. Voilà. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, j'ai l'impression
comment dire, une espèce de petite étincelle qui fait que on se préoccupe quand même de plus en plus des questions d'environnement, de pollution de l'air, de trafic automobile, voilà, et que tout ça, ça va dans notre sens. Voilà. Donc ça prendra du temps, mais je pense que là, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Mais j'aimerais bien avoir votre avis parce que il y a eu un gros travail sur la concrétisation d'une alternative, et ça vraiment, c'est un gros boulot. Mais il y a peut-être un travail à faire aussi de pédagogie sur les conséquences en fait du projet. Merci Quentin. Gérard a demandé la parole. Mais pour rebondir encore à ce que tu dis, Quentin, c'est l'occasion nous est donnée avec les régionales et les départementales de se servir de ce moment pour alerter de plein de façons parce qu'il faut faire du buzz dessus. Ouais. Gérard, c'est à toi. Oui, je voudrais rebondir à la fois sur l'intervention d'Estelle et également celle de Quentin. Alors, d'abord, celle d'Estelle. Estelle, effectivement, tu évoquais il y a quelques minutes la fracture qui existe désormais au sein de la majorité régionale, les socialistes, les écologistes, etc. Il s'est passé historiquement une grosse coupure lorsque on a pris conscience que la promesse qui avait été faite de la création, ou plutôt de la rénovation d'une ligne ferroviaire entre Chartres et Orléans, allait être abandonnée. Moi, je me souviens des élections régionales de 1992, j'étais jeune prof à l'époque, c'était le cheval de bataille de la gauche régionale. Et en 2010, 2015, 2014, le Parti socialiste, pour le citer, a complètement viré sa cutie. C'est-à-dire que le projet de création d'une ligne ferroviaire entre Chartres et Orléans a été purement et simplement abandonné. Et il fallait donc passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu François Bonneau devenir ouvertement très favorable au projet d'autoroute pour en quelque sorte cacher l'échec de la ligne ferroviaire. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que pour la campagne électorale des régionales et des départementales, il faudra le rappeler. Il faudra absolument rappeler ce revirement idéologique qui s'est accompli il y a maintenant une 8aine d'années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que disait Quentin, c'est-à-dire évoquer les conséquences. Moi, je pense qu'on a un gros travail de pédagogie effectivement à réaliser. La question, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une opportunité qui sont les élections régionales et départementales. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, à échéance du mois de juin prochain, où c'est la date théorique des élections, quoique je suis de plus en plus pessimiste par rapport à cette échéance, mais partons du principe que les élections auront lieu au mois de juin. Et qu'est-ce que l'on fait en juin, pédagogiquement, médiatiquement, pour ramener à notre cause des dizaines de milliers d'électeurs? Comment faire pour les séduire? Comment faire pour les convaincre de la justesse de notre cause? Est-ce que, par exemple, ça me vient en direct, Grégoire, serait-il possible d'imaginer sur la commune de Gaville-Oisem une sorte de référendum, grandeur nature, que l'on pourrait, si ça marche, reporter sur la commune voisine de Saint-Pré, etc., etc. Est-ce que l'on organise un nouveau cycle de pétitions? Je sais que dans les années 2008, 2010, 2012, un certain nombre de pétitions non à l'autoroute ont été organisées. On avait recueilli des milliers et des milliers de voix. Alors évidemment, ça n'a servi à pratiquement pas grand-chose, mais médiatiquement, nous avons tenu en haleine les gens pendant plusieurs dizaines de mois. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous suggérez d'autres choses? Parce que effectivement, maintenant, il faut proposer des choses. Le projet dont parlait Martine Carré tout à l'heure, il est connu, mais il est connu d'un certain nombre d'initiés. Comment faire pour propager, en faire la publicité auprès des électeurs et des citoyens de nos cantons directement ou indirectement concernés par le tracé de l'A154. Voilà, moi je vous donne la parole. Gérard, Martine ou Grégoire qui a été interpellé, ou Jean-Bernard? Jean-Bernard. Ton micro.
Ton micro, Jean-Bernard. Non, je parlerai après. Martine étant notre invité, priorité. Martine, alors. Oui, pour ce qui concerne le projet MOB 28, je sais que les associations de Dreux sont prêtes à aller le présenter partout où ce sera utile. Et ça, ils l'ont déjà proposé, ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait sur Champfol à une époque, mais ils sont tout à fait prêts à venir à chaque fois que ce sera utile et à chaque fois qu'on leur laissera la possibilité de le faire. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec la Covid, mais je pense qu'il va y avoir des moyens. Bon, faire un peu plus de publicité sur ce qui est sur notre site, parce que c'est vrai que la vidéo est quand même assez parlante. Maintenant, quand il y a des intervenants et que les personnes expliquent et puis peuvent répondre aux questions, c'est quand même plus agréable et puis je pense que ça porte davantage ses fruits. Voilà. Merci Martine. Grégoire, sur la proposition de l'idée de Gérard de servir de Gaville-Oisem un peu comme un village test le plus impacté, qui serait le plus impacté pour faire un petit peu la communication. C'est sûr que ça ne dépend pas de moi, il ne m'appartient pas de vous répondre. Hein. On peut évidemment transmettre la proposition au maire et au conseil municipal. C'est intéressant parce que pendant la campagne municipale l'an dernier, je me suis rendu compte que en circulant, en allant à la rencontre des habitants avec le plan issu du dossier de l'Adréal, avec le faisceau présumé, le faisceau qui avait été choisi, et en discutant avec les habitants, en leur demandant « Est-ce que vous savez où va passer l'autoroute ?» Ils en avaient entendu parler, bien sûr, hein, mais personne ne le connaissait en fait. Hein. C'est-à-dire que la publicité sur ce tracé a été quand même très très limitée. Quand on parle d'enquête publique et quand on connaît les conditions de l'enquête publique, enfin beaucoup de choses ont été masquées. Hein. Et le résultat n'est pas connu, évidemment. Le tracé définitif et le faisceau restent très, pas secret, mais très discret. Hein. Donc, commencer par faire la publicité de ce tracé, et la vidéo de Saint-Pré Environnement, effectivement, est très choquante et très parlante. Hein. Ça peut être une première étape en vue après de consulter les habitants. Parce que là, à l'heure actuelle, si on demande vous êtes pour ou contre, c'est juste une position de principe. Mais quand on demande, si on montre aux habitants, mais vous êtes pour ou contre ce tracé particulier, une fois que vous avez eu la carte, une fois que vous avez compris que ça va passer à 500 mètres de chez vous, que ça va vous couper de Chartres, que ça va traverser la vallée de l'Eure, que vous allez avoir un viaduc au-dessus de vos têtes, etc. Là, oui, après, c'est plus facile de consulter les gens. Mais d'abord, il y a un gros travail de publicité, de pédagogie à faire de mon point de vue. Merci. Jean-Bernard. Je pense que le référendum local, ça va être compliqué parce que c'est de la valeur, il faudrait que ça se fasse sur toutes les communes du tracé. Par contre, on a un référendum local qui va se faire, ça s'appelle les cantonales, les départementales. Donc, à minima, il me semble qu'on doit se donner comme objectif de couvrir l'ensemble des cantons. Il y en a moins 7 ou 8 qui sont concernés par la 154, plus d'autres voisins comme le mien. Moi, je suis à Épernon. Hein. On n'est pas directement sur la 154. Mais les gens de Rambouillet, il n'y a pas de souci. Hein. Les camions des zones industrielles vont venir chez nous. C'est normal. Ça serait normal s'il y avait un nouvel équipement. Donc, tout le monde, nous, on va être impacté alors qu'on n'est pas directement. Donc, je pense que le référendum, c'est les départementales, c'est avoir des candidats qui mettent en premier thème non à la 154, mais parce qu'on a d'autres solutions, pas non, le NIMBY, hein, not in math, avec la carte bien connue, mais parce qu'on a d'autres solutions. Encore faut-il qu'on ait suffisamment de gens qui nous rejoignent, puisqu'il faut 4 candidats par canton, je le rappelle. C'est pour ça aussi que quelque part, on invite les associations à se mobiliser sur ce projet. Nous, on sera le relais. Je pense qu'on est à 100% tous d'accord. Mais encore, faut-il couvrir le territoire et faire effectivement ces projections de mobile, enfin des vidéos qui est très bien faite. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Évidemment, les régionales aussi, mais les régionales, c'est plus compliqué parce qu'il y a d'autres dossiers qui seront mis en avant. Tandis que nous, sur nos cantonales des cantons concernés, c'est clairement celui-là qu'on peut mettre en avant en numéro 1. Voilà, ça c'est mon point de vue.
d'autant plus que l'enjeu, pour l'instant, on est sur un département uniquement dirigé par la droite, avec deux clans opposés, les Gorgiens, on va dire, et le reste du monde. Les Et Borgia. que, comment Les Borgia. ouais. Si l'équipe Gorge emportait, avait le malheur d'emporter le département, les conséquences seraient terribles d'un point de vue financier, parce que s'ils pratiquent les mêmes démarches, les mêmes absurdités qu'il fait sur l'agglomération de Chartres, ça serait terrible. Il va siphonner forcément aussi de l'argent du département pour favoriser Chartres. Enfin, et évidemment, l'autoroute qu'il défend à 100% serait abondée, quoi. Donc, la bagarre des départementales, elle est très, très importante. Tout en sachant quand même que les deux camps quand même défendent le projet quand même, la 154. Qu'est-ce que tu dis, Mohamed? Je sais pas. Les deux camps de la droite Oui. défendent quand même le projet, parce qu'il faut pas, il n'y en a pas un qui est plus. Oui. Voilà. Et... Mais il y a une virulence plus forte d'un côté que de l'autre, peut-être. Oui. Non, mais c'est Eure-et-Loir Écologie qui va gagner, c'est ça? Oui, tout à fait. En tout cas, il faut tout faire pour que ce soit le cas. Tout faire pour enrayer le système. Il est 21h47, il nous reste donc un petit quart d'heure. Sur mon écran, je ne vois pas tout le monde. Et bon, c'est un problème. Si je ne vois pas. Jean-François, mais je pense que c'est la main qu'il a laissée, il l'a laissée depuis tout à l'heure. Pas du tout. Vas-y, Jean-François. Je l'avais rabaissé et je l'ai relevé. Ah, pardon, Jean-François, j'ai rien dit. Vas-y, Jean-François. J'ai eu un coaching de Jean-Bernard à distance et je sais où trouver la main, je sais la baisser, c'est formidable. Je vais y arriver. À la fin de toute cette histoire-là, je serai au top. Effectivement, là, l'autoroute, sur notre département, mais un peu sur la région, mais en particulier sur le département, il faut vraiment se saisir de ce sujet parce que ça cristallise, mais à peu près tous les thèmes qui justifient notre engagement. Et ça illustre parfaitement tous les enjeux qui démontrent qu'il y a une autre vision du développement du territoire, ou plutôt de la préservation du territoire et du développement du bien-être de ses habitants dans le territoire. Tout est là. Donc, on a un fil rouge, pour ne pas dire un fil noir, qui rassemble en plus des cantons très différents, mais où peuvent se reconnaître un tas de gens pour des raisons économiques, mais pour des raisons de toute façon avant tout de vision d'avenir et de vision de la manière dont collectivement on prend en charge notre bien-être, la qualité de nos paysages, la santé mentale, la santé physique, enfin, tout est là. C'est vraiment une vision de société et effectivement une vision qui a 50 ans de retard que soutiennent la plupart des élus et la plupart de ceux qui vont se présenter. Et je trouve que s'il y a un lien à trouver entre tous les élus et à minima, effectivement, entre tous les candidats et à minima entre les cantons qui sont traversés, c'est que déjà symboliquement, qu'on mette le paquet sur tous ces cantons-là en tant que représentants d'une vision écologique, d'une vision d'avenir, même si on n'y habite pas, pour que tous ces cantons soient représentés et qu'on soit vraiment sur le terrain d'un enjeu essentiel. Et à la différence d'autres politiques locales, départementales, qui sont des politiques d'emploi, des politiques sociales, là, l'autoroute, une fois qu'elle est faite, on ne revient pas en arrière. Donc, il y a quelque chose qui est définitif, qu'on ne pourra pas défaire ou démolir une fois que c'est lancé, surtout si c'est lancé et contractualisé avec une multinationale du béton. Par ailleurs, dans la région, on sait aussi qu'il y a des choix à faire, que la région ne pourra pas financer à la fois sa participation à l'autoroute et à la fois le développement ferroviaire sur Orléans, mais de manière cohérente avec cet abandon qui n'est pas dit, mais dans le fond de la liaison Chartres-Orléans, il y a le fait qu'on a inauguré en grande pompe la liaison Chartres-Tours et un peu présenté comme l'aboutissement des aménagements ferroviaires auxquels on aura droit. Ça justifie l'investissement de Chartres-Orléans qui a été fait jusqu'à Voves. On a créé une bretelle, on crée une liaison quotidienne et puis une liaison le vendredi soir, une liaison le lundi matin, le dimanche soir. Ça répond à peu près aux besoins des étudiants et on dit, ben voilà, ça y est, vous êtes reliés à, on va dire, l'une des deux capitales régionales, Rideau. Donc tout ça est extrêmement cohérent
Et on a tout lieu là de présenter quelque chose d'alternatif. Le danger, effectivement, c'est qu'avec le plan de relance, on voit bien que l'argent coule à flot et qu'on est prêt à faire feu de tout bois pour satisfaire l'appétit des uns. On sait, là, on a bien vu avec Oxfam que finalement, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Et ben, l'effet domaine va profiter à tous les grands groupes qui vont être là pour réclamer les subsides et puis se dépêcher de faire des choses qui n'ont effectivement plus aucun sens, mais avant que les gens s'en rendent vraiment compte, il faut lancer maintenant. C'est comme la dernière goutte de pétrole. Et au fond, ce qui est difficile dans la prise de conscience des électeurs et sur le terrain, c'est effectivement, comme on est encore dans l'idée de faisceau de tracé, tant que l'ingénierie n'a pas pris la main pour dire exactement à 10 mètres ou 100 mètres près, ça passe à cet endroit-là, il y a beaucoup de gens qui se sentent vaguement concernés. Donc je pense qu'en termes de prise de conscience, des actions de terrain sont essentielles, mais au plus près des habitats. Ça peut être, moi je me dis qu'on n'a pas les moyens de faire une chaîne humaine sur le tracé. En revanche, on a les moyens que, parce qu'on a la chance d'être solidaire entre le Drouet, la vallée de l'Eure, même jusqu'à Prunay-le-Gillon, etc., de concentrer sur un territoire, à côté d'un bourg, toutes les personnes sensibilisées pour le coup, faire une chaîne sur 1 kilomètre ou 500 mètres à un endroit particulier, et là, montrer par de l'humain tout l'impact sur les paysages, sur les parcours, sur les habitudes du quotidien, pour tous ceux qui habitent autour. Et là, ça pourrait marquer les esprits, et puis de manière un peu moins technocratique qu'une vidéo, qu'un plan, une petite idée au passage. En tout cas, pour conclure, et parce que c'est des débats qu'on a à l'échelon régional sur la manière d'articuler les deux campagnes, peut-être que c'est un cas exceptionnel en Eure-et-Loire, mais je pense que pour le coup, on a là tout lieu d'avoir une synergie. Donc, ce projet qu'il faut absolument empêcher, c'est la synergie parfaite des enjeux qui se partagent à l'échelle régionale, les liaisons de marchandises, et à l'échelle départementale, au plus près des habitats. Et il ne faut surtout pas qu'on loupe ce rendez-vous. Voilà, merci. Pour moi, j'en aurais fini ce soir, j'étais un peu long. Merci Il nous reste Jean-François. 6-7 minutes. Une petite dizaine de minutes. Estelle. On peut faire un tour de table. Estelle, tu voulais… Eh ben non, parce que Jean-François a tout dit. Donc, d'accord, voilà, ça marche. Ce que je voulais dire. Petit tour de table. Je voulais relancer une question à Martine et à Doun. Vous êtes évidemment en relation avec les associations drouaises. Bien sûr, avec la et leur positionnement, le positionnement des politiques des gens du Nord, les Fillons, les Souriceaux et tout ça, ils sont évidemment pour. Ils sont un petit peu moins affirmatifs que sur Chartres, mais ils sont pour quand même. Ils sont pour. Ils sont pour quand même, parce qu'il y a l'impact Saint-Rémy-sur-Avre aussi. Voilà. Bien sûr. Même le maire de Vernouillet est pour. Hein. Oui. Enfin, Frère n'était pas vraiment pour, mais bon. Si, il était pour. Il était pour après. Oui, Frère, il était pour. Déjà en 2011, il était pour. Hein. Ah bon, parce qu'il avait assisté à une réunion où il ne semblait pas forcément convaincu. Mais alors, bon. je confirme. Daniel Frare a d'abord été pour, avant, de manière très opportuniste, de devenir contre. Ah oui, il me semblait bien que on l'avait vu lors d'une réunion d'association. Il était contre quand il était candidat suppléant aux législatives, suppléant à Gisèle Boulet, parce que Gisèle Boulet était contre le projet. Peut-être, je ne sais pas. Mais avant, il y a eu un moment où il y avait dans l'écho, il y a eu un moment, je crois que c'est dans l'écho que j'avais lu ça, des relations un peu avec des associations autour du 27 justement, parce que on aurait pu à un moment imaginer que s'il avait l'autoroute jusqu'aux portes du 27, pourquoi pas on continue jusqu'à Rouen et on fait cracher quoi. Oui, on a rencontré effectivement les associations avec la FEL, on les a rencontrées à l'époque effectivement, et pour les mettre en garde effectivement que leur 2 fois 2 voies qui aujourd'hui étaient gratuites pouvaient aussi être prises en charge par le concessionnaire pour rentabiliser la totalité du trajet.
Oui, il y avait cet enjeu-là. Estelle, et après on fait un mini tour de table, et après on dit bonne nuit les petits. Ok, ben ça peut Estelle. être le début Du début du tour de table, vas-y. Voilà, il y a un argument, c'est Doun qui disait on a un genre, on a eu un genre de référendum, c'est l'enquête publique. 75% des participants ont donné un avis défavorable et ils n'en tiennent pas compte. Seules les voix des élus ont compté. Je crois que ça, c'est un argument qu'on peut reprendre largement aussi, qui touche les citoyens. C'est-à-dire que là, quand même, 75% des participants ont donné un avis défavorable et un avis argumenté. Ce n'était pas juste je suis contre. La plupart des avis étaient extrêmement argumentés. Donc voilà, peut-être aussi des arguments que l'on peut reprendre et diffuser en tant que tels. Voilà. Merci Et puis, Estelle. en tant que candidate, quand même, en tant que Oui. candidate régionale, oui, bien sûr, on ira plus loin aussi sur ces questions-là pour les régionales, quoi. Merci Estelle. Qui veut prendre la parole? Oui, moi je veux bien aussi. Je veux bien Martine. dire, oui. Je pense qu'il faut insister aussi sur le fait que Jean Castex, il n'y a pas très longtemps, a insisté sur le fait qu'il fallait protéger les terres agricoles et développer le ferroviaire. Donc, ce n'est pas très compatible avec ce qu'on est en train de nous proposer. Donc, je crois qu'il faut insister aussi sur cet aspect-là et sur le fait que MOP 28 ne coûterait que 320 millions au lieu de plus d'1 milliard, voire plus, sur le projet autoroutier. Et puis, il faut protéger aussi les budgets des ménages parce qu'après la crise sanitaire, je pense que la période va être très, très difficile. Voilà. Jean-Bernard peut prendre la parole. Oui, donc en conclusion, je pense qu'on va continuer à échanger peut-être par mail sur toutes les bonnes idées de campagne que l'on peut faire, surtout si les élections sont repoussées en octobre. En septembre, là, on pourra les déchaîner. Alors, si c'est en juin, honnêtement, le confinement et tout, ça sera peut-être plus difficile. Faire de ce dossier le dossier majeur de notre campagne pour le départemental, je pense que c'est à peu près clair et tout le monde est d'accord. Et travailler aussi avec des idées positives sur les alternatives. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le sujet de la réunion était aussi mobilité. Les autres mobilités, pistes cyclables, covoiturage, TER, etc. Et c'est reporté à une prochaine zone, si vous êtes d'accord. Quelqu'un d'autre? Aurélien, Cécile. Oui, je voulais dire effectivement que ça pose aussi le problème de la désertification, parce qu'effectivement, je ne vois pas comment les petites entreprises qui sont quand même au cœur de tout ce qui est relocalisation vont pouvoir survivre avec un axe comme ça et des villages enclavés. Il y a plein de mouvements en ce moment où même les petites entreprises réfléchissent à comment s'inscrire dans le respect de la biodiversité. On est sur les circuits courts alimentaires, on est sur des projets territoriaux alimentaires. Je pense que toute cet arrière-plan est aussi important et je pense qu'on est en position de force pour défendre que ça n'existe pas. Parce que je crois qu'on est vraiment, on marche à front renversé si on encourage ce genre de projet par rapport à tout ce qui doit être développé de relocalisation, circuits courts, etc. Défricher des terres agricoles pour mettre des autoroutes, c'est vraiment du front renversé. Voilà. Merci Cécile. Je vois un doigt. Peut-être, Marc. C'est Marc, voilà. Je vois juste Ouais, le doigt, Marc. alors, je sais pas si, voilà, je sais pas si, voilà. Ta mise en pli, est terminée. Je l'ai refait là. Donc, juste pour dire que moi, je vous remercie pour tous les éléments apportés, parce que c'est vrai que c'est un dossier sur lequel je n'avais très peu d'éléments. Voilà, j'avais plutôt une vision mainvilloise, finalement plutôt favorable à l'autoroute, en tous les cas, aux projets alternatifs qui auraient pu être inventé pour passer par Mainvilliers, etc. Et enfin, ce côté-là, qui aurait posé de gros soucis. Donc, moi, j'avais déjà un peu été questionné dans ce sens-là lors de notre dernière visio, en disant que
j'avais besoin que vous m'alimentiez pour comprendre les alternatives et les projets proposés à côté, ce qui a été fait ce soir et qui me convainc aujourd'hui sur le fait que ça va être un dossier important des prochaines élections. Voilà, c'est un dossier important, il y en a d'autres. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie les autres parce que tout le monde n'est pas concerné et que par ce tracé, etc., même si voilà, ça a un impact écologique important. Mais voilà, aujourd'hui, je suis convaincu pour que ça soit un point fort des points d'ancrage des prochaines échéances campagne, entre autres sur les départementales. Merci Marc. Grégoire, donc la position maintenant du maire de Oisem va vous ranger dans le camp au niveau de l'agglo chartraine, des gens un peu sensibles aux critiques du grand chef ou... Je le laisserai vous répondre. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais pour conclure, moi je partage les inquiétudes sur ce projet, mais effectivement sur la notion d'avenir, hein, c'est quel avenir on souhaite construire au sein de notre département. Il y a d'autres alternatives que le tout voiture, le tout camion et le commerce mondial. On l'a vu, hein, depuis le premier confinement, nous, les demandes de produits locaux, de liens sociaux, d'économie circulaire sont bien réelles. Et je pense que ça va, il faut travailler là-dessus, ça va perdurer. Voilà. Alors, l'idée de M. Bridet, je crois, de faire une chaîne humaine pour montrer où passe l'autoroute. Voilà, bienvenue à Gaville-Oisem. Nous, le projet longe notre commune sur 2000 mètres entre la route de Coltainville et celle de Champfol, pour ceux qui connaissent. On peut l'organiser, ça, au printemps, quand il fait beau et que les champs sont un petit peu plus secs. Hein. C'est le mec qui parle, je crois. Voilà, 2000 mètres de tracé à l'ouest avec les vents dominants au-dessus de notre vallée. Donc on peut envisager de faire une chaîne humaine là-bas pour montrer à la fois notre position et le tracé de ce projet. Je retiens l'idée. Très bien. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut prendre la parole ou on conclut? Oui. Gérard, à toi. Oui, les amis, j'ai été ravi de participer à cette visio et j'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous sur le même sujet, c'est obligé. J'ajoute dans la logique électorale qu'il faudra beaucoup insister sur le coût de l'autoroute, le coût à payer par les usagers de l'autoroute, le coût des fiscalités annexes quand il s'agira de fabriquer des équipements de sécurité pour les itinéraires de substitution. Et en termes électoraux, c'est un argument imparable. Lorsque nous serons capables de dire aux électeurs, vous allez payer, on peut, j'espère en tout cas, convaincre beaucoup de gens de nous rejoindre. Voilà, merci à toutes et tous. Merci Martine, merci Doun d'avoir accepté. Merci à vous. Et puis, bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Et Jean-Bernard a gagné 2 combats sur les autoroutes passées. Le 3e sera la 154. Nous vous donnons rendez-vous le 15, février pour une réunion café Zoom pour définir un petit peu la suite des actions. Pour ceux qui peuvent être. Voilà. Et n'oublions pas qu'il y a toujours le débat sur le reste des mobilités à avoir en un de ces jours. Oui, tout à fait. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci aux organisateurs, merci aux animateurs. Bonne nuit à tous. Merci. Bonne nuit. À bientôt. Demain sur le lycée, sur le thème du lycée dans 10 ans.